Jacques Lacan. Séminaire L'envers de la psychanalyse. Le 14 janvier 1970. La crème rouge, fortement rouge, du rouge sur du noir, ça me paraît pas évident que ce soit difficile. J'espère qu'avec les lorgnettes, peut-être on pourrait voir. En tous les cas, ce ne sont pas des formules nouvelles, ce sont des formules que j'ai déjà écrites au tableau la dernière fois. Je ne m'attendais pas à avoir soulevé les mêmes protestations. Elles sont utiles à être là présentées parce que c'est bien, si simple soit-elle, et si simple à décrire l'une de l'autre, puisqu'il s'agit simplement d'une permutation circulaire, encore les choses restant dans le même ordre. Bien, il s'avère que nos capacités de représentation mentale ne sont pas telles qu'elles suppléent au fait que ce soit ou non écrit au tableau. Nous allons donc continuer depuis ici ou ailleurs, un ici qui est toujours au même temps, le mercredi à 12h30, depuis 17 ans. Il vaut bien que je le réévoque au moment où tout le monde se réjouit d'entrer dans une nouvelle décennie. Ce serait pour moi plutôt l'occasion de me retourner vers ce que m'a donné la précédente. Il y a 10 ans, mes élèves présentaient quelque chose qui ressortait des thèses lacaniennes sous le titre de l'inconscient, étude psychanalytique. Cela se passait, mon Dieu, par ce qu'on peut appeler le fait du prince, le seul capable d'un acte libéral. Quand on dit qu'un acte libéral, ça veut dire un acte arbitraire. Étant admis aussi que arbitraire, ça veut dire commandé par aucune nécessité. En raison de ceci, aucune nécessité ne presse sur ce point ni dans un sens ni dans un autre. Le prince, mon ami Antoinette, mit à l'ordre du jour à un certain congrès de Bonneval, l'inconscient en confiant le rapport, au moins pour une part, la rédaction de ce rapport à 2 élèves. Depuis ce travail fait foi, en quelque sorte. C'est la vérité, non sans raison, il fait bien foi de quelque chose. De la façon dont ceux-ci, mes élèves, ont pensé pouvoir atteindre, pouvoir faire entendre quelque chose au sein d'un groupe qui s'était distingué par
sorte de consigne concernant ce que je pouvais avancer sur ce sujet intéressant. C'est qu'il s'agissait de rien moins que de l'inconscient, de l'acte au départ. Mon enseignement a pris son vol déjà. Eh bien, la réponse, l'intérêt pris par ce groupe, parce que j'énonçais, s'était manifesté par quelque chose que, quelque part récemment, je ne sais plus où, dans une petite préface, je signalais de l'interdit au moins de 50 ans. Nous étions en 60, n'oublions pas, nous étions loin. Sommes-nous plus près, c'est la question. Loin de toute contestation à proprement parler, une autorité, entre autres, celle du savoir. De sorte que c'est interdit au moins 50 ans, transféré par quelque chose de curieux caractère. En tout cas, l'un d'entre eux, la rendant comparable, une sorte de monopole de savoir, c'est interdit plutôt que c'est dire quel était le travail qui se proposait de ceux qui avaient bien voulu s'en charger, de devoir faire entendre quelque chose à proprement parler inouï aux oreilles en question. Et comment ils le firent? C'est quelque chose dont après tout il n'est pas trop tard pour que je fasse le point. Puisqu'aussi bien sur le moment, il n'était pas question que je le fasse pour la raison que c'était déjà beaucoup de voir entrer en jeu pour des oreilles absolument non averties, qui n'avaient rien reçu. Du moindre de ce que j'avais pu articuler alors depuis 7 ans, ce n'était évidemment pas le moment vis-à-vis de ceux-là même qui se livraient à ce travail de défrichage, d'y apporter quoi que ce soit qui vous semblait y trouver à redire, aussi bien d'ailleurs. Il y avait-il là beaucoup d'éléments excellents. Ce point donc est à propos d'une thèse récente qui, ma foi, se produit quelque part à la frontière de l'ère francophone, et je dirais là, pour en maintenir les droits en lutte vaillamment, à Louvain, pour l'appeler par son nom, on appelle thèse, mon Dieu, sur ce qu'on appelle peut-être improprement mon œuvre. Dans cette thèse, bien sûr, une thèse, ne l'oublions pas, universitaire, il faut bien avancer des choses qui prennent forme universitaire, et la moindre des choses qui apparaissent, c'est que mon œuvre s'y prête mal. Je viens de revoir n'est pas défavorable à l'avancée d'un tel propos de thèse universitaire que soit situé ce qui déjà d'universitaire a pu contribuer à être le véhicule de la dite œuvre, toujours entre guillemets. Je vois aussi l'un des auteurs de ce rapport de Bonneval
Et là aussi, mise en avant, et bien sûr, d'une façon alors qu'à ce titre, je ne peux manquer dans ma préface de marquer le point. Le point doit être fait de ce qui est éventuellement traduction de ce que j'énonce et de ce que j'ai à proprement parler. Il est clair que cette petite préface que j'ai donnée à cette thèse qui va paraître à Bruxelles, puisque c'est évident qu'une préface de moi lui allège les ailes. Eh bien, mon Dieu, dans cette préface, je suis forcé, par exemple, de bien marquer, c'est là sa seule utilité, que ce n'est pas la même chose de dire que l'inconscient est la condition du langage, ou de dire que le langage est la condition de l'inconscient. Le langage est la condition de l'inconscient, c'est ce que je dis, la façon dont, pour des raisons qui, certes, pourraient, dans leurs détails, être tout à fait motivées du strict motif universitaire, et ceci certainement mènerait loin, nous mènera peut-être assez loin cette année, du strict motif universitaire, dis-je, découle que la personne qui me traduit d'être formée style, cette forme d'un certain type d'imposition du discours universitaire ne veut faire autre chose qu'elle croit ou non me commenter que de renverser ma formule, c'est-à-dire de lui donner une portée, il faut dire, strictement contraire à la vérité, sans même aucune homologie avec ce que j'avance. Assurément, la difficulté propre à me traduire en langage universitaire qui est aussi bien ce qui frappera tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, et à la vérité, celle dont je parle, peut-être animé par l'intérieur, qui fasse d'une immense bonne volonté, cette thèse donc qui va apparaître à Bruxelles, n'en garde pas moins tout son prix. Son prix d'exemple en elle-même, son prix d'exemple aussi par ce qu'elle promeut. De la distorsion en quelque sorte obligatoire d'une traduction en discours universitaire de ce qui est quelque chose ayant ses lois propres. Ces lois dont je dois dire, il me faut les frayer, celles qui prétendent donner au moins les conditions d'un discours proprement analytique, ceci étant bien entendu soumis au fait que tout de même, comme je l'ai souligné l'année dernière, le fait qu'ici je l'énonce du haut d'une tribune comporte en effet ce risque d'erreur, cet élément de réfraction qui fait que par quelques côtés il tombe sous le coup des discours universitaires. Il y a là quelque chose qui est ressorti d'une sorte de foncier porte-à-faux, celui qui fait que d'une certaine position, d'une position certes à laquelle je ne m'identifie nullement. Je vous assure que chaque fois que je viens ici porter la parole, ce n'est certes pas de quoi que ce soit que j'ai à vous dire, ou qu'est-ce que je vais leur dire cette fois-là qu'il s'agit pour moi. Je n'ai à cet égard nul rôle à jouer au sens de la fonction de celui qui enseigne et de l'ordre du rôle, de la place à tenir, et d'une certaine place de prestige, incontestablement. Ce n'est pas là ce que je me demande, mais plutôt
quelque chose qui est une mise en ordre m'impose de devoir la soumettre à cette épreuve d'une mise en ordre à laquelle sans doute, comme tout un chacun, j'échapperais si je n'avais pas devant cette mer d'oreilles parmi lesquelles il en est peut-être bien une paire de critiques de devoir devant avec cette redoutable possibilité rendre compte de ce qui est le cheminement des actions au regard de ceci qu'il y a du psychanalyste, que c'est même la situation qui est la mienne et que c'est une situation dont jusqu'à présent le statut n'a été réglé d'aucune façon qui lui convienne, si ce n'est à l'imitation, à la semblance de nombreuses autres situations établies, et dans le cas aboutissant à des pratiques frileuses de sélection, à une certaine identification à une figure, à une façon de se comporter, voire à un type humain dont rien ne semble rendre la forme obligatoire, à un rituel encore, voire à quelques autres mesures que dans un meilleur temps, un temps ancien, j'ai comparé à celle de l'auto-école, sans provoquer aucune protestation, ni même quelqu'un de très proche parmi mes élèves d'alors qui m'avait remarqué. C'était là, à la vérité, à proprement parler, ce qui était désiré par quiconque s'engageait dans la carrière politique, recevoir comme à l'autorité le permis de conduire selon des voies prévues et comportant un type d'examen. Il est certes notable, je veux dire digne d'être noté qu'après 10 ans, cette position du psychanalyste, j'arrive tout de même à l'articuler d'une façon qui est celle que j'appelle son discours, disons son discours hypothétique, puisque aussi bien c'est ce qui cette année est proposé à notre examen, à savoir de ce qu'il en est de la structure de ce discours. J'arrive à l'articuler de la façon suivante, que elle est faite substantiellement de l'objet petit a, de l'objet petit a, en tant qu'ici, dans l'articulation que je donne de ce qui est structure de discours en tant qu'elle nous intéresse, disons prise au niveau radical où elle a porté pour le discours psychanalytique. Elle est substantiellement celle de l'objet petit a, en tant que cet objet petit a désigne précisément ce qui, les effets du discours, se présente comme le plus opaque et à la vérité depuis très longtemps méconnu, pourtant essentiel. Il s'agit d'effet de discours qui est effet de rejet. Effet de rejet dont j'avais tout à l'heure essayé de pointer la place et la force. Voici donc ce qu'il est substantiellement, il en est substantiellement de cette position du psychanalyste, et cet objet se distingue d'une autre façon de ce qu'il vient à la place d'où s'ordonne le discours. Parce que c'est de là
que s'en aimait, si je puis dire, la dominante. Vous sentez bien la réserve qu'il y a dans cet emploi. Dire la dominante, ça veut dire exactement ce dont finalement je désigne, pour les distinguer, chacune de ces structures de discours, les désignant différemment de l'universitaire, de l'être, de l'analyste, par les positions diverses de ces termes radicaux. Disons que j'appelle dominante, faute tout de suite de pouvoir donner à ce terme autre chose que ceci, c'est que c'est ce qui me sert en quelque sorte à les dénommer. Dominante n'implique pas la dominance au sens où cette dominance spécifierait ce qui n'est pas sûr le discours du maître. Disons par exemple, on peut donner des substances différentes à cette dominante selon les discours. Que si nous appelions par exemple la dominante du discours du maître, en ceci que S1 en occupe la place, la loi, nous aurions quelque chose qui a toute sa valeur suggestive et qui ne manquerait pas de pouvoir ouvrir la porte à un certain nombre d'aperçus intéressants. Est-ce que la loi, entendons la loi en tant qu'articulée, cette loi même, dans les murs à laquelle nous recevons abri, cette loi qui constitue le droit et qui n'est certes pas quelque chose dont il doit être tenu, c'est là l'homonyme de ce qui peut s'énoncer ailleurs au titre de la justice, et que certes, l'ambiguïté, l'alignement que cette loi reçoit de s'autoriser de la justice. Et là, très précisément, un point. Notre discours peut peut-être faire mieux sentir où sont les véritables ressorts. J'entends ceux qui permettent l'ambiguïté. J'entends ceux qui font que la loi reste quelque chose, mais d'abord et avant tout d'inscrit dans la structure. Et qu'il n'y a pas 36 façons de faire des lois. Que la bonne intention, l'inspiration de la justice les anime ou pas. Il y a peut-être des lois de structure qui font que la loi sera toujours la loi située à cette place que j'appelle dominante dans le discours du maître. Au niveau du discours de l'hystérique, il est bien clair que cette dominante, nous la voyons apparaître sous la forme du symptôme. Que c'est autour du symptôme que se situe, que s'ordonne ce qu'il en est du discours de l'hystérique. Et certes, c'est là l'occasion de nous apercevoir que si cette place est la même, c'est peut-être pour ça qu'à une lumière, il ne suffit pas de dire que ce soit celle de l'époque pour en rendre raison, que cette place dominante soit en un cas celle du symptôme, quelque chose à porter et nous faire questionner comme étant celle du symptôme, la même place quand elle sert dans un autre discours. Bien en effet que nous voyons à notre époque
la loi mise en question comme symptôme. J'ai dit tout à l'heure que cette même place dominante, peut être occupée quand il s'agit de l'analyste, en ce que l'analyste lui-même, ici, quelque façon, a à représenter l'effet de rejet du discours, soit l'objet de l'idée. Est-ce à dire qu'il nous sera aussi aisé de caractériser cette place, la place dite dominante, quand il s'agit du discours universitaire, pour lui donner un autre nom. Un nom qui, de quelque façon, nous permettrait cette sorte d'équivalence que nous venons poser comme existant au moins au niveau de la question, cette sorte d'équivalence de la loi de Saint-Claude, voire le rejet à l'occasion dans l'acte psychanalytique, c'est bien la place à quoi est destinée. Eh bien, justement, notre embarras à répondre sur ce qui fait l'essence, la dominance du discours universitaire, est là quelque chose qui doit nous avertir. Coupure milieu de bande. Je vague erre ma pensée avant de développer les points sûrs. C'est là, en quelque sorte, l'idée pourrait nous venir de chercher ce qui, dans chacun de ces discours, pour désigner au moins une place, nous paraîtrait tout à fait sûr, aussi sûr que le symptôme quand il s'agit d'ici. Est-ce que, puisque déjà, je vous ai laissé voir que dans le discours du maître, le petit A, il est précisément identifiable au terme à ce qu'enfin, une pensée travailleuse, celle de Marx, a sorti, à savoir de ce qu'il en était, symboliquement et réellement de la fonction de la plus-value, nous serions donc déjà en présence de termes d'où il ne resterait peut-être simplement à modifier légèrement, à donner une traduction plus aisée, à transposer les autres registres. La suggestion ici se forme que, puisqu'il y a en somme 4 places à caractériser, peut-être que chacune des 4 de ces permutations nous livrerait au sein d'elle-même celle qui est la plus saillante, disons, à constituer un pas dans un ordre de découverte qui n'a rien d'autre que celui qui s'appelle la structure. Eh bien, une telle idée aura pour conséquence de vous faire toucher du doigt, de quelque façon que vous la mettiez à l'épreuve, ceci qui ne vous apparaît peut-être pas au premier abord, c'est à savoir qu'essayer simplement,
indépendamment de cette fin que je vous suggérais de pouvoir être celle qui nous intéresse, essayez dans chacune, disons, appelons-les figures, dans chacune de ces figures, de vous obliger simplement à ceci, que dans chacune, la place définie en fonction du terme place, en haut, en bas, à droite ou à gauche, que dans chacune, la place soit différente. Eh bien, vous n'arriverez pas à, quelle que soit la façon dont vous vous y preniez, à ce qu'elle soit chacune occupée par une lettre différente. Essayez, sens contraire, de vous donner comme condition du jeu de choisir dans chacune de ces 4 formules une lettre différente, eh bien, vous n'arriverez pas à ce que chacune de ces lettres occupe une place différente. Peut-être dans les textes très aisés à réaliser sur un bout de papier, et aussi si on se sert de cette petite grille ou figure qui s'appelle une matrice, de voir tout de suite, avec un si faible nombre de combinaisons, le dessin exemplaire qui immédiatement à illustrer la chose d'une façon parfaitement évidente. Et si nous pensons qu'il y a là une certaine liaison signifiante, et on peut poser comme tout à fait radical, c'est là aussi occasion d'illustrer de ce simple fait ce que c'est que la structure, qu'a posé d'une certaine façon la formalisation du discours, et à l'intérieur de cette formalisation de s'accorder à soi-même quelques règles destinées cette formalisation à la mettre à l'épreuve, se rencontre un tel élément d'impossibilité, voilà, qui est proprement à la base, à la racine, ce qui est fait de structure, et dans la structure, ce qui nous intéresse au niveau de l'expérience analytique. Ceci, pas du tout, parce qu'ici nous sommes à un degré déjà élevé, au moins dans ses prétentions, élevé d'élaboration. Ceci, dès le départ, puisqu'aussi, si nous sommes à nous étreindre avec ce maniement du signe, son articulation éventuelle, c'est bien qu'il est dans les données de la psychanalyse, je veux dire dans ce qui a un esprit aussi peu, je dirais, introduit à cette sorte d'élaboration qu'a pu l'être un preuve, étant donné la formation que nous lui connaissons, qui est une formation du type science paraphysique, biologie armée
des premiers pas de la physique et de la thermodynamique spécialement, si Freud est à suivre la peine, le fil de son expérience, à former dans un temps qui pourrait être second dans son énonciation, n'en a que plus d'importance, puisqu'après tout, rien ne semblait l'imposer dans le premier temps, celui de l'articulation de l'inconscient, Freud, dans un second temps, celui donc, où est pour lui acquis ceci que l'inconscient lui permet de situer le désir, c'est là le sens du premier pas de Freud, déjà tout entier, non pas impliqué, mais proprement articulé, développé dans la trame de Platon, qui dans ce second temps se lui couvre l'au-delà du principe désir, que nous devons tenir compte de cette fonction qui s'appelle quoi? La répétition. La répétition, qu'est-ce que c'est? Lisons son texte, voyons ce qu'il articule, ce qui nécessite. La répétition, c'est la jouissance. Terme désigné en propre, c'est en tant qu'il y a recherche de la jouissance en tant que répétition que se produit ceci qui est en jeu dans ce pas franchissement freudien, que ce quelque chose qui nous intéresse en tant que répétition et qui s'inscrit dans une dialectique de la jouissance, c'est proprement ce qui va contre la vie. C'est au niveau de la répétition que Freud se voit en quelque sorte contraint, et ceci, de par même la structure du discours, contraint d'articuler cette sorte d'hyperbole, d'extrapolation fabuleuse, c'est la vérité qui reste scandaleuse pour quiconque prendrait au pied de la lettre l'identification de l'inconscient et de l'instinct, va articuler cet instinct de mort, à savoir ceci, que la répétition n'est pas seulement fonction des cycles que la vie comporte, cycle du besoin et de la satisfaction, mais quelque chose d'autre, un cycle qui aussi emporte la disparition de cette vie comme telle, le retour à l'inanimé. Certainement. Point d'horizon, point idéal, point hors de l'épure, mais dont le sens, à l'analyse précisément structurale, s'indique parfaitement de ce qu'il en est de la jouissance, si nous partons déjà du principe du plaisir, pour savoir que ce principe du plaisir n'est rien que le principe de moindre tension, de la tension minimale à maintenir pour que la vie se maintienne, démontre qu'en soi-même, la jouissance déborde et que ce que le principe du plaisir maintient, c'est la limite quant à la jouissance. Si ce que la répétition, comme tout nous l'indique dans le fait, l'expérience, la clinique, si la répétition est fondée sur un retour de la jouissance, et que ce qui proprement à ce propos est dans Freud et par Freud lui-même articulé,
C'est à savoir que dans cette répétition même, c'est là que se produit quelque chose qui est défaut, échec, à savoir que, ici, en son temps, j'ai pointé la parenté avec les énoncés de Kierkegaard, ce qui se répète ne saurait, au titre même de ceci, qu'il est expressément et comme tel répété, qu'il est marqué de la répétition, ne saurait être autre chose que ce qui, par rapport à ce que cela répète, est en quelque sorte en perte de ce que vous voudrez, en perte de vitesse, il y a quelque chose qui est perte, et que sur cette perte est l'origine et l'articulation de ce que ici je résume, Freud insiste. Dans la répétition même, il y a des permissions de jouissance. Là, origine dans le discours freudien la fonction de l'objet permis. Cela, c'est Freud. Sous-tendu qu'il n'est pas tout de même besoin de rappeler que c'est expressément autour du masochisme conçu seulement sous cette dimension de la recherche de cette jouissance ruineuse que tourne tout le texte de Freud. Maintenant vient ici ce qu'apporte la cette répétition, cette identification de la jouissance. C'est là, j'emprunte pour lui donner un sens qui n'est pas pointé dans le texte de Freud, la fonction du trait unaire, c'est-à-dire de la forme la plus simple de marque, c'est-à-dire ce qui est, à proprement parler, l'origine du signifiant. Et j'avance ceci qui n'est pas dans le texte de Freud. J'avance ceci qui n'est pas vu dans le texte de Freud, mais qui ne saurait, d'aucune façon, être écarté, évité, rejeté par le psychanalyste, c'est que c'est du trait unaire que prend son origine tout ce qui nous intéresse, nous analystes, comme savoir. Car la psychanalyse prend son départ d'un tournant qui est celui où le savoir s'épure, si je puis dire, de tout ce qui peut faire ambiguïté, être pris d'un savoir naturel, je ne sais quoi qui le guiderait dans le monde qui nous entoure à l'aide de je ne sais quelle papille qui en nous serait naissance si orientée. Non, certes, qu'il n'y ait rien de pareil. Et bien sûr, quand un psychologue écrit de nos jours, enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, 40, 50 ans, quelque chose qui s'appelle la sensation guide de vie, il ne dit bien sûr rien d'absurde. Mais s'il peut l'énoncer ainsi, c'est justement que
toute l'évolution d'une science, nous fait nous apercevoir qu'il n'y a nulle connaturalité de cette sensation à ce qui par elle pénètre l'appréhension d'un prétendu monde. Si l'élaboration proprement scientifique, l'interrogation, le sens de la vue, voire de l'ouïe, nous démontre quelque chose, c'est que rien, sinon quelque chose que nous devons recevoir tel qu'il est, avec exactement le coefficient de facticité sur lequel il se présente, que parmi les vibrations lumineuses, il y ait un ultraviolet dont nous n'ayons aucune perception, et pourquoi nous n'en avons pas. À l'autre bout, l'infrarouge, c'est la même chose, qu'il en est même pour l'oreille, qu'il y a des sons que nous cessons d'entendre, qu'on ne voit pas beaucoup. Pourquoi ça s'arrête là, plutôt que plus loin? La vérité, rien d'autre nécessitable, précisément d'être éclairé d'une certaine façon, que qu'il y a après tout des filtres, et qu'avec ces filtres, on déroule. Voilà que la fonction fait l'organe, c'est bien l'organe de concert comme on peut. Il n'y a rien de commun entre ce quelque chose sur quoi a voulu construire et raisonner quant au mécanisme de la pensée toute une philosophie traditionnelle qui s'était forcée d'édifier par les voies que vous savez, le compte-rendu de ce qui se fait au niveau de l'abstraction, de la généralisation, cette chose qui s'édifie sur une sorte de réduction, passage au filtre de ce qu'il en est d'une sensation considérée comme basale, nihil fuerit in intellectu quod non prius, etc. Vous savez la suite, il s'insulte. Est-ce que c'est ce sujet-là, ce sujet déductible au titre de sujet de la connaissance, ce sujet constructif, d'une façon qui me paraît maintenant si artificielle, à partir de bas, qui sont bien en effet pareil d'organes du dos, dont on voit mal en effet ce que nous pourrions faire à tout passer. Est-ce que c'est cela dont il s'agit quand il s'agit de cette articulation signifiante, celle qui, premier terme d'étayation, qui sont ceux que nous tentons ici, peuvent commencer à jouer les termes les plus élémentaires, ceux qui nous, comme je l'ai dit, insignifiants à un autre signifiant, et qui déjà porte effet déjà en ceci qu'il n'est maniable de signifiant dans sa définition. Car ceci, que ça ait un sens qu'il représente pour un autre signifiant un sujet et rien d'autre, il n'y a pas moyen d'échapper à cette formule extraordinairement réduite qu'il y a quelque chose dessous, mais justement que nous ne pouvons pas désigner d'aucun terme de quelque chose, ça ne saurait être un espace, c'est simplement un en dessous, si vous voulez, un sujet, un hypokaiménon. Ceci que même à une pensée aussi investie de la contemplation, des exigences, celles-là primaires, non pas du tout construites, de l'idée de connaissance de celle d'Aristote, la seule approche de la logique, le seul fait
qu'il est introduit dans le circuit du savoir, lui impose de distinguer sévèrement l'hypokémon de tout ousia en soi-même, quoi que ce soit qui soit essence, signifiant donc s'articule de représenter un sujet auprès d'un autre signifiant, c'est de là que nous partons pour donner sens à cette répétition inaugurale en tant qu'elle est répétition visant à la jouissance qui nous permet de concevoir ceci, que si le savoir à un certain niveau est dominé, articulé de nécessités purement formelles, des nécessités de l'écriture, de ce qui aboutit de nos jours à un certain cycle de logique qui est en soi maniement et avant tout maniement de l'écriture. Ceci, ce savoir auquel nous pouvons donner le support d'une expérience qui est celle de la logique moderne, que ce type de savoir, c'est celui-là qui est en jeu quand il s'agit de mesurer dans la clinique analytique l'incidence de la répétition. En d'autres termes, le savoir qui nous parle, le plus épuré, encore qu'il soit bien clair, que nous pouvions le dire, d'aucune façon de l'empirisme par épuration. Ce même savoir se trouve être quelle origine introduite, qui montre sa racine en ceci que dans la répétition, sous la forme du trait unaire, pour commencer, ce savoir se trouve être le moyen de la jouissance. De la jouissance précisément, en tant qu'elle dépasse les limites imposées sous le terme de plaisir aux tensions usuelles de la vie. Et c'est ici que pour continuer de suivre Lacan, ce qui apparaît de ce formalisme, si nous avons dit tout à l'heure qu'il y a perte de jouissance, parce que c'est à la place de cette perte, de ce quelque chose qui a produit la répétition, que nous voyons surgir la fonction de l'objet perdu, de ce que j'appelle le petit A. Eh bien, qu'est-ce que ça nous impose? Sinon cette forme, que le savoir travaillant au niveau élémentaire, au niveau de cette imposition du trait unaire, eh bien le savoir travaillant produit, ça va pas être beaucoup surprendre, produit, disons, une entropie. Et entre nous, il faut écrire ENTRO.
que vous pouvez aussi écrire ANTHRO. Ce serait d'ailleurs un joli jeu de mots. C'est pas pour nous étonner parce que imaginez quand même que l'énergétique, ça n'est absolument pas autre chose. Quoi qu'on croit les cœurs ingénus d'ingénieurs. Ça n'est absolument pas autre chose que le plaquage sur le monde du réseau des signifiants. Je vous défie de prouver d'aucune façon. En tout cas, mettez-vous à l'ouvrage et vous verrez que vous aurez la preuve du contraire. Que c'est absolument la même chose de descendre un poids de 80 kg sur votre dos de 500 mètres, et une fois que vous l'avez remonté de 500 mètres suivants, il y a eu zéro, aucun travail. Enfin, si vous plaquez là-dessus les signifiants, c'est-à-dire si vous entrez dans la voie de l'énergie, il est absolument certain qu'il n'y a eu aucun travail. Par ailleurs, la faculté Surpris de voir quelque chose apparaître. Coupure milieu de bande. Quand le signifiant s'introduit comme appareil de la puissance, savoir apparaître quelque chose qui a un rapport avec l'entropie. Parce que là où on a défini l'entropie, c'est quand on a commencé par plaquer sur le monde physique cet appareil de signifiant. Vous ne croyez pas que je plaisante. Parce que quand vous construisez une usine, n'importe où, naturellement, vous en recueillez de l'énergie. Même vous pouvez en accumuler. Ben, c'est quand même une usine et les appareils, tout au moins, qui sont mis en jeu pour que fonctionnent ces sortes de turbines jusqu'à ce qu'on puisse mettre l'énergie en pause. C'est bien parce que ces appareils sont fabriqués avec cette même logique. On parle savoir en fonction du signifiant. De nos jours, une machine, ça n'a rien à faire avec un outil. Il n'y a aucune généalogie de la pelle à la turbine. La preuve, c'est que très légitimement, vous pouvez appeler machine un petit dessin que vous faites sur ce papier. Il suffit d'avoir rien, il suffit simplement que vous ayez une encre qui sera conductrice pour que ça soit une très très efficace machine. Mais pourquoi ne serait-elle pas conductrice? Puisque la marque, déjà en soi-même, est conductrice de volonté. S'il y a quelque chose que nous apprend l'expérience analytique, c'est ce monde du fantasme, dont à la vérité, s'il ne semble pas plutôt que l'analyse abordée, c'est bien qu'on ne savait absolument pas comment s'en dépêtrer, sinon le recours à la bizarrerie, à l'anomalie, de par ce terme, cet épinglage de noms propres, les masochismes, ceci, sadisme, cela. Nous sommes au niveau de la zoologie, et mettons saisi. Enfin, tout de même quelque chose de tout à fait radical.
c'est l'association dans ce qui est à la base, à la racine même du fantasme. Cette gloire, si je puis m'exprimer, celle de la marque. La marque sur la peau. Où s'inspire dans ce fantasme ceci qui n'est rien d'autre qu'un sujet s'identifie comme étant objet de jouissance. Cette pratique érotique qui est celle de l'époque, révélation, pour l'appeler par son nom, fait que jouir ici prend l'ambiguïté même, par quoi c'est à son niveau et à nul autre, que se touche l'équivalent du geste qui marque et du corps, objet de jouissance de qui? Et celle qui porte ce que j'ai appelé la gloire de la marque. Sûr que cela veuille dire jouissance de l'autre, certes, c'est par là, c'est une des voies d'entrée de l'autre dans son monde, et assurément, elle non réfutable. Mais l'affinité de la marque avec la jouissance du corps même, c'est là précisément où s'indique que c'est seulement de la jouissance et nullement d'autre voie que s'établit cette division dont se distingue le narcissisme de la relation à l'objet. La chose n'est pas ambiguë. C'est au niveau de l'au-delà du principe du plaisir que Freud marque avec force de ce qui fait, au dernier terme, le vrai soutien, la consistance de l'image spéculaire de l'appareil du moi, c'est qu'il est soutenu à l'intérieur, il ne fait qu'habiller cet objet perdu qui est ce par quoi s'introduit dans la dimension claire du sujet, par quoi s'introduit la jouissance. Car il est clair que si la jouissance est interdite, ce n'est que d'un premier hasard, d'une éventualité, d'un accident, que la jouissance entre en jeu. L'être vivant qui tourne normalement, ronronne dans le plaisir. Si la jouissance est remarquable, et si elle s'entérine d'avoir cette sanction du trait unitaire, de la répétition, de ce qu'il institue dès lors comme marque, si ceci se produit, ce ne peut être que d'un très faible écart dans le sens de la jouissance que cela s'origine. Ces écarts, après tout, ne seront jamais extrêmes, même dans les pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Ce dont il s'agit, ce n'est pas une transgression
l'impression d'une éruption dans un champ interdit de par les regards, les appareils vitaux-régulateurs. C'est qu'en fait, c'est seulement dans cet effet d'entropie, dans cette déperdition, que la jouissance prend statut, qu'elle s'indique. Et c'est pour cela que je l'ai introduit d'abord du terme de Nerlust, de plus de jouir. C'est justement d'être aperçu dans la dimension de la perte que quelque chose nécessite à compenser, si je puis dire, ce qui est d'abord nombre négatif sur ce je ne sais quoi qui est venu frapper, résonner sur les parois de la cloche, qui a fait jouissance, ces jouissances à répéter. C'est seulement cette dimension de l'entropie qui fait prendre corps à ceci qu'il y a un plus de jouir à récupérer. C'est là la dimension dont se nécessite le travail, le savoir travaillant, et comme tel, en tant que qu'il le sache ou pas, il relève premièrement du très humain, et à sa suite de tout ce qui va pouvoir s'articuler de signifiant. C'est à partir de là que cette dimension de la jouissance, si ambiguë chez l'être parlant, peut aussi bien théoriser, faire religion, de vivre dans l'apathie, car l'apathie c'est l'hédonisme. Il peut aussi bien faire religion de cela, et pourtant chacun sait que la masse psychologie, intitule ses écrits de la même époque, dans sa masse même, ce qui l'anime, ce qui le travaille, ce qui le fait d'un autre ordre de savoir, que ces savoirs harmonisants qui lient la nouvelle à l'ouverte, c'est la fonction du plus de jouir comme tel. C'est là le creux, la béance, que sans doute est d'abord viennent remplir un certain nombre d'objets qui sont en quelque sorte par avance adaptés pour servir de bouchon. C'est là sans doute une pratique analytique classique s'arrête à mettre en valeur. C'est non ce terme divers oral, anal, scopique, voire vocal, ces noms divers, nous pouvons désigner comme objet ce qu'il en est le petit pas. Et le petit pas est proprement ceci, qui découle de ce que le savoir se présente d'abord et dans son origine, un certain savoir, réduit à l'articulation significative. Ce savoir est moyen de jouissance. Et je le répète, quand il travaille, ce qu'il produit, c'est l'entropie. Et cette entropie, c'est le seul point régulier, ce point de perte, par où nous ayons accès à ce qu'il en est de la jouissance. Ceci se traduit, se boucle et se modifie, ce qu'il en est de l'incidence du signifiant.
confiance dans la destinée de l'être parlant. Ça a peu à faire avec sa parole. Ça a à faire avec la structure, laquelle s'apparaît et fait que l'être humain, on appelle ainsi sans doute parce qu'il n'est que le muscle du langage, n'a qu'à s'apparoler à cet appareil-là, avec quelque chose d'aussi simple que les 4 petits signes que j'ai pu vous faire toucher tout à l'heure, qu'il suffit que ce trait lunaire, nous lui donnions compagnie d'un autre trait. Est-ce que la presse, pour que nous puissions situer le signifiant aussi visible, ce qu'il en est de son sens d'une part, de son insertion dans la jouissance de ce par quoi il est le moyen de la jouissance. À partir de là, commence le travail. Tout à fait le savoir en tant que moyen de la jouissance que se produit ce travail. Il y a un sens obscur. Un sens obscur qui est celui de la vérité, sans doute. Si déjà ces termes n'avaient pas été par moi abordés sous divers jours qui les éclairent, n'aurait certainement pas l'audace de les introduire ainsi. Mais un travail a été fait déjà considérable. Que quand je vous parle du savoir, comme est dans son lieu premier dans le discours du maître au niveau des esclaves, qui, sinon Hegel, nous a montré que ce travail de l'esclave, ce qu'il va nous livrer, c'est la vérité du maître, sans doute celle qui le réfute. Je pourrais dire, nous sommes en état, et peut-être, de pouvoir avancer d'autres formes du schéma du discours, apercevoir une paix au reste béant, clôturer d'une façon forcée la construction hegelienne. Assurément, s'il y a quelque chose que toute notre approche émite, et assurément elle a été par l'expérience analytique renouvelée, c'est que une évocation de la vérité ne peut se faire qu'à indiquer qu'elle n'est accessible que d'un midi. Elle ne peut se dire tout entière sur la
raison qu'au-delà de sa moitié, il n'y a rien à dire. Tout ce qui peut se dire est cela. Par conséquent, ici, le discours s'abolit. On ne parle pas de l'indicible. Le plaisir que cela semble faire à certains, il n'en reste pas moins que ce nœud du midi que j'ai la dernière fois illustré, d'indiquer comment il faut en accentuer ce qu'il en est proprement de l'interprétation. J'ai articulé l'énonciation sans énoncer, l'énoncer avec réserve de l'énonciation, dont j'ai indiqué les points d'axe, les points de balance, les axes de gravité propre de l'interprétation, est quelque chose dont notre avancée doit profondément renouveler ce qu'il en est la vérité. L'amour de la vérité, c'est quelque chose qui se cause, de ce manque à être la vérité. Ce manque à être, que nous pourrons aussi appeler autrement. Ce manque d'oubli. Ce qui se rappelle à nous dans les formations de l'inconscient. Ce n'est rien qui soit de l'ordre de l'être, d'un être plein d'aucune façon. Qu'est-ce que c'est que ce désir indestructible dont Karl Freud pour conclure les dernières lignes de sa trame d'Alto? Qu'est-ce que c'est que ce désir que rien ne peut changer le plaisir qu'en touchant? Ce manque d'oubli, c'est la même chose que ce manque à être, car être ne n'est rien d'autre que d'oublier. Cet amour de la vérité, cet amour de cette faiblesse, cette faiblesse dont nous avons su lever le voile. C'est ceci que la vérité cache, qui s'appelle la castration. Je ne devrais pas avoir besoin de ces rappels, sont en quelque sorte tellement l'ivresse semble que chez les analystes et particulièrement chez eux, lance ces quelques mots tabous dont on barbouille son discours. C'est justement là qu'on s'aperçoit jamais de ce que c'est la vérité, l'impuissance.
c'est là-dessus que s'édifie tout ce qu'il en est de la vérité. Il y a amour de la faiblesse. Sans doute est-ce là l'essence de l'amour, et comme je l'ai dit, l'amour, c'est bien donner ce qu'on n'a pas. Savoir ce qui pourrait réparer cette faiblesse originelle. Du même coup, se conçoit s'entr'ouvre. Ce rôle, je ne sais si je dois l'appeler plus mystique ou mystificateur, qui a été donné de tout temps dans une certaine veine à l'amour même. Car cet amour universel, comme on dit, on nous brandit le chiffon pour nous calmer. Cet amour universel, c'est précisément ce dont nous faisons voile, voire obstruction à ce qui est la vérité. Qui est demandé aux psychanalystes. Je l'ai indiqué déjà la dernière fois dans mon discours. Ce n'est certes pas ce qui ressortit à ce sujet supposé savoir dont Amendant fait l'ordinaire un tout petit peu à côté, cru pouvoir fonder le transfert. Souvent insisté sur ceci, que nous sommes supposés savoir pas grand-chose. Ce que l'analyse instaure, institue, c'est ceci, qui est tout le contraire. Donc l'analyste dit à celui qui va commencer, allez, dites n'importe quoi, ça sera terminé. C'est lui qui l'institue comme sujet supposé savoir. Après tout, c'est pas tellement mauvaise foi. Parce que dans le temps présent, je ne peux pas se fier à quelqu'un d'autre. Le transfert se fonde sur ceci, qu'il y a un type, la motte, pauvre con, la motte, vous dites me comporter comme si je savais quoi ça faisait. Je peux dire n'importe quoi, ça donnera toujours quelque chose. À quoi causer le transfert, ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui définit l'analyste, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit depuis toujours, simplement personne n'a jamais rien compris. Et puis en plus c'est naturel, c'est pas ma faute. Je dis depuis toujours, l'analyse c'est ce qu'on attend d'un psychanalyste. Alors ce qu'on attend d'un psychanalyste, il faudrait évidemment essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est tellement, enfin, là comme ça, à la portée de la main, c'est même le sentiment, toujours, enfin, c'est le travail. Le but de jouir, c'est pour vous. Ce qu'on attend d'un psychanalyste, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, de faire fonctionner son savoir en termes de vérité. C'est bien pour ça se confine à un midi, comme je le disais la dernière fois. Comme j'avais à y revenir, parce que ça a une conséquence. C'est à lui que s'adresse
Et seulement à lui, cette formule faisait si souvent commenter les beaux espaces solitaires. Psychanalyste, qui occupait cette place en haut à gauche, qui détermine son discours. C'est justement de n'être absolument pas là pour lui-même. Là où c'était le plus de jouir. Le jouir. C'est là où c'était.